spectroscopie d'absorption et d'émission atomique. D'accord? Donc, je vais commencer Oui, par madame. l'exercice. D'accord. Donc, je vais commencer donc par l'exercice 1. Le spectre d'émission. Les spectres d'émission de deux atomes, X et Y, sont représentés à la figure 1. Vous avez le spectre A de l'élément chimique X et un spectre B de l'élément chimique Y. À partir du tableau 1, en donnant les trois raies les plus intenses, quelques éléments chimiques, identifiez les éléments X et Y. Donc, c'est un spectre d'émission. C'est des spectres d'émission. D'accord? Les spectres X et Y sont des spectres d'émission. Donc, dans un spectre de raies d'émission, on observe des raies colorées, comme vous voyez sur la figure, c'est des raies colorées sur un fond noir. D'accord? C'est un spectre d'émission. Et qu'on a un spectre d'absorption, un spectre de raies, dans un spectre de raies d'absorption, on observe des raies noires sur un fond continu. Donc, les spectres de raies servent à identifier un élément inconnu. Donc, chaque élément chimique produit un spectre de raies qui lui est propre, donc qui permet aussi de l'identifier. Donc, la position des raies, les positions des raies, qui marquent le spectre A, comme la raie bleue, les raies vertes. Donc, chaque position, la position des raies, est caractéristique de l'atome qui a émis la lumière. Donc, la détermination de la position des raies permet d'identifier l'atome qui est à l'origine de l'émission lumineuse. Alors, à quoi correspond chaque raie? Que représente chaque raie? Allô? À quoi la raie? Par exemple, le spectre A. Un exemple, l'élément de sodium, l'atome de sodium. L'atome de sodium, le spectre de la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium présente deux raies très rapprochées. D'ailleurs, lui sommes les doublés du sodium. Elles ont pour longueur d'onde 589 nanomètres et 589,6 nanomètres. Donc, un atome de sodium à l'état fondamental, la configuration électronique, sa configuration, c'est 1s2, 2s2, 2p6 et 3s1. Allô? Oui, madame. Là. Oui, madame. Donc, on a pour l'atome de sodium, sa configuration électronique, à l'état fondamental, 1s2, 2s2, 2p6 et 3s1. Donc, l'état, la couche externe, c'est 3s1. Un électron, l'état, la couche externe. Donc, lorsque l'atome reçoit de l'énergie, Ushi Saralo. Passe à l'état excité. Passe à l'état excité. Donc, chauffe l'état, par exemple, comme le cas de l'atome de sodium, on a l'électron par la sous-couche 3s. Donc, quand l'atome, l'électron reçoit de l'énergie, il peut passer à l'état excité, donc l'orbital 3p. Vous voyez l'image? Donc, comme les états excités sont très instables, l'électron revient à l'état fondamental. Donc, la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental, c'est 1s2, 2s2, 2p6, et 3s1, c'est la couche externe. À l'état excité, il est 1s2, 2s2, 2p6, 3p1. Donc, l'électron Hadak, à l'état fondamental, la sous-couche S1, il passe à l'état excité 3p1. D'accord? Donc, quand on a comme les états, les positions d'excitation sont très instables, donc dès que l'apport d'énergie cesse, les électrons ont tendance à reprendre spontanément la position d'origine, c'est-à-dire l'état fondamental. Donc, quand il revient à l'état fondamental, l'électron, la lumière.
Voilà, il va émettre la lumière. Donc, l'énergie émise est égale à... Alors, quelle est la quantité d'énergie émise? Chaque élément, il ne faut pas oublier que chaque atome a son propre spectre, donc diagramme d'énergie. Donc, l'état fondamental, le cas de l'atome de sodium, l'énergie à l'état fondamental est égale à moins 5,14. Donc, lorsqu'il passe qu'on a premier état excité, le niveau d'énergie, le premier état excité est égal à moins 3,03. D'accord? Donc, à la l'état premier excité, quand il revient, il va émettre une lumière, un photon. L'énergie émise est égale à E1 moins E2. voilà, E1, delta E, pour l'énergie émise est égal à delta E, H nu, avec H nu est égal à HC fois lambda. Donc, maintenant, je peux calculer lambda, la longueur d'onde émise, par l'atome de sodium. D'accord? Allô? Oui, madame. Voilà. Donc, Madame, vous allez me faire accepter, non, madame, Basmat, allô? Allô? Alors, Oui, madame, vous allez accepter, non. d'accord. Et donc, on a pour chaque atome, il existe une centaine de possibilités de retour à l'état fondamental. Donc, l'élément, un électron, peut passer, par exemple, de l'état 1 vers l'état 2, et l'état 1 vers l'état 3, etc. Donc, pour chaque atome, il existe une centaine de possibilités de retour à l'état fondamental, et pour chacune, un rayonnement de longueur d'onde spécifique. D'ailleurs, pour chaque spectre d'émission, présente plusieurs raies. D'accord? Chaque élément, ou chaque élément chimique d'ailleurs, présente plusieurs raies d'émission, qui consistent en fait l'empreinte de l'élément à des autres. C'est-à-dire, c'est sa carte d'identité. Pour chaque élément, donc, présente son propre spectre. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, le but de cet exercice, c'est d'identifier les éléments X, Y à partir de leur spectre d'émission. Donc, pour identifier les éléments chimiques, la première étape, on doit déterminer la position de chaque grille. La position, c'est déterminer la longueur d'onde de chaque grille. D'accord? Alors, le spectre, comment peut-on déterminer ces réels? Hmm? Donc, là, il faut tout d'abord, la première étape, déterminer l'échelle de correspondance entre longueur d'onde et la position des raies. La première étape, on mesure sur le spectre, comme l'échelle, la distance entre deux longueurs d'onde connues. Par exemple, entre 400, je vais mesurer la distance entre 700 et 400 nanomètres. Donc, j'ai la distance mesurée entre 400 et 700 nanomètres est de 14,2 cm. Donc, quelle est le flux gradué? Donc, en 14,6 cm sur l'axe gradué représente donc 700 moins 400 est égal à 300 nanomètres. Donc, pour chaque 1 cm représente la règle de 3, on trouve une valeur de 21,3 nanomètres. D'accord? Oui, Oui, madame. voilà. Donc, pour déterminer la première raie, la position de la première raie, il suffit de mesurer la distance entre l'origine, l'origine et les 400 nanomètres, la distance séparée entre la 400 nanomètres, l'origine 400 nanomètres, et la première raie du spectre A. Là, j'ai trouvé une valeur de 3 cm. Donc, quelle est la valeur en nanomètres? 400 plus 3 fois 21,3. 21,3 nanomètres. Voilà, c'est ça. Donc, pour la première raie, la longueur d'onde est égale à
400, puisque l'origine c'est 400, mais c'est 0, donc 400 nanomètres plus 3 fois 21,3. Donc, on trouve une valeur de 464 nanomètres. Voilà, donc pour déterminer ensuite la deuxième longueur d'onde, je fais la même chose. Comme la distance mesurée entre 400 et la deuxième raie, j'ai trouvé une valeur de 4,85 cm. Donc la longueur d'onde correspondante est égale à 400 plus 4,85 fois 21,3. Et donc, je trouve une longueur d'onde de 503,305 nanomètres, etc. Donc les longueurs d'onde du premier spectre, c'est 464, 503,305, 542,71, 561,88, 572,53 et enfin 615,3 nanomètres. D'accord. La deuxième question, quelles sont les raies les plus intenses? Oui. Excusez-moi, s'il vous plaît, معلش تعاوديها, j'ai perdu la connexion. La première question. Comment déterminer la position des raies? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, la première étape, c'est d'établir une échelle de correspondance. Échelle de correspondance entre la longueur d'onde et position de raie. Donc, je vais mesurer la distance entre deux longueurs d'onde connues. Exemple, on a dit entre 700 et 400. Entre 500 et 400, là 550 et 400. Essentiel entre deux longueurs d'onde connues. Donc, on a la distance entre 700 et 400 nanomètres. J'ai trouvé 14,2 cm. D'accord? Donc, pour chaque 14,2 cm sur l'axe gradué représente ces 700 moins 400, donc est égal à 300 nanomètres. Alors, pour calculer pour chaque centimètre, quel il représente, je fais une règle de 3. Un des 14,2 cm, c'est 300 nanomètres. Donc, pour 1 cm, c'est 300 divisé par 14,2. Donc, il y a une valeur de 21,3 nanomètres. D'accord? Donc, maintenant, pour déterminer la position, c'est-à-dire la longueur d'onde de la première raie du spectre A, je vais mesurer la distance entre 400 nanomètres, c'est-à-dire l'origine terna, et la première raie. Là, on a trouvé, oui. Pourquoi la première raie, c'est celle de droite? Pourquoi c'est pas celle de gauche, comme orange? Et parce que tu me donnes les 400. Ah, ok. D'accord. L'origine terna, c'est 400. D'accord. Donc, la première. Alors, on a la première distance, on a la distance mesurée entre la 400 et la première raie à des bleus, c'est 3 cm. Donc, la longueur d'onde correspondante, c'est 400 nanomètres plus 3 cm fois 21,3 nanomètres. La valeur de 464 nanomètres. D'accord? Donc, pour la deuxième raie, dire la même chose. نحسب la distance entre 400 et la deuxième raie. Il y a une valeur de 4,85 cm. Et donc, la longueur d'onde, c'est 400 plus 4,85 fois 21,3. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. La deuxième question, quelles sont les raies les plus intenses? Les raies les plus intenses. Les raies les plus intenses, c'est les raies les plus larges et les plus de couleur foncée. Donc, le spectre A, la raie la plus intense, c'est surtout la 3 et la 4e raie et la 5e raie. Donc, la raie la plus large, la plus foncée. Donc, la 3e raie, la 4e et la 5e. De longueur d'onde 5 respectivement 542,71, 561,88 et la 3e raie 572,503. Et d'après le tableau, je vois les 3 raies, donc les 3 longueurs d'onde, appartiennent au spectre atomique du cuivre. Je vois le tableau. Donc, le premier élément, c'est le sodium. 3 raies, les plus intenses, c'est 589, 568, 615. Et l'élément cuivre, ces 3 raies les plus intenses, c'est 570,
560 et 540. On a 542,71, 561,88 et 572,53. Donc, l'élément chimique X, c'est le cuivre. Donc, on a pu déterminer, identifier l'élément de cuivre à partir de son spectre d'émission. On a chaque élément possède son propre spectre d'émission. Spectre de raies, c'est-à-dire elle contient des raies discontinues. Voilà. Est-ce que c'est clair, Naya? La deuxième question. Oui, madame. Voilà. Donc, pour le deuxième spectre, c'est la même chose. Les longueurs d'onde émises par l'élément Y, je calcule la distance entre la première raie, entre l'origine, c'est-à-dire entre 400 et la première raie. Et donc, on a trouvé une valeur de 1,4 cm. Donc, la longueur d'onde émise, là 1, est égale à 400 plus 1,4 fois 21,3. Donc, on trouve une valeur de 429,83, etc. Le spectre possède 7 raies colorées, donc 1429 à 708. La deuxième question, quelles sont les raies les plus intenses? La même chose, on chauffe. Quelles sont les raies les présentent une raie large et intense? Donc, d'après le spectre, vous voyez que les raies les plus intenses sont les raies 4, la quatrième raie. Donc, la quatrième raie, c'est de longueur d'onde 650,6 nanomètres. Et la sixième raie, elle est foncée, elle est large, 673,705. Et enfin, la troisième raie, c'est 708,47. Et d'après le tableau, l'élément HADA chimique appartient, les raies appartiennent au spectre atomique du strontium. Puisque le strontium, ses raies les plus intenses, c'est 670 d'après le tableau, 650 et 698. Donc, les raies appartiennent au spectre atomique du strontium. Donc, l'élément Y, c'est le strontium. D'accord? Oui, madame. Voilà. Donc, là, on peut passer à la troisième question? Oui, madame. D'accord. Alors, chauffons la troisième question. Le tableau 2. Le tableau représente les limites de longueur d'onde en nanomètres des couleurs de la lumière blanche. Quelle est la couleur de la flamme émise par excitation? Quelle est la couleur de la flamme émise par excitation? Est-ce que vous avez compris la question? En fait, si on place un sel, par exemple la NaCl, dans la flamme, une flamme, qui on une flamme, c'est-à-dire soit un bec benzène ou un chalumeau, etc. La flamme change de couleur. Par exemple, on va préparer, par exemple, là, je vais projeter une solution. La solution contient un sel, la NaCl. La NaCl est dissous dans un solvant. Par exemple, je vais utiliser un solvant, l'éthanol. Si on projette la solution sur la flamme, tu as le bec benzène, elle est bleue. Donc, lorsque je projette la solution sur la flamme change de couleur. Dans le cas du sel de sodium, la couleur de la flamme, elle devient jaune. D'accord? Oui, madame. Elle devient jaune parce que c'est la plus intense. Le cas du sodium, la raie la plus intense, c'est émise par le sodium, c'est la raie jaune. D'accord? Donc, quel est le rôle qu'a la flamme? علاش لازم لنا une flamme? نعرفوا la raie émise. Non, la flamme, le but c'est d'apporter de l'énergie. شفنا بلي un atome ما يقدرش يباس un état excité. هكذا برك لازم un apport d'énergie. Donc le rôle de la flamme, c'est apporter de l'énergie. D'accord? Donc ce qui entraîne l'excitation de l'atome du niveau fondamental, en premier état excité.
Le retour à l'état fondamental, bien sûr, elle s'effectue avec une émission de lumière. Et selon le métal, par exemple, par le sodium émet une couleur jaune, alors que, par exemple, le lithium émet une couleur rouge. Parce qu'elle dépend de la transition, le saut, la différence d'énergie entre le niveau fondamental et le premier niveau excité. D'accord? Donc, selon le métal, la différence d'énergie entre ces deux niveaux atomiques varie et la longueur d'onde, si la différence d'énergie varie, donc bien sûr, la longueur d'onde d'émission est donc différente. D'accord? Et si la lumière émise appartient du monde invisible, bien sûr, on va avoir une couleur rouge. Donc, les atomes D'accord, madame. produisent une flamme rouge, alors qu'on a le sodium produisent une flamme de couleur jaune. Parce que Une flamme jaune. Jaune, voilà. D'accord? Une fois, la question, c'est par rapport au le sel, c'est-à-dire le strontium et le cuivre. Quelle est la couleur de la flamme? Quelle serait la couleur de la flamme? Le sel jaune. Vert. Alors, le cas, tu as le cuivre, la couleur, les trois, pour l'élément X, on a le cuivre. Les longueurs d'onde des trois raies émises les plus intenses du cuivre correspondent à la couleur verte. D'après le tableau, tu as les longueurs d'onde. Vous voyez que les couleurs radio, la couleur émise, d'ailleurs, je vais te ben déjà la couleur. Là, je trouve le domaine. Elle est la couleur correspondant à la couleur verte. Donc, en présence du cuivre, la flamme, si je mets une solution contenant le cuivre, un sel de cuivre, la couleur, la flamme, elle devient verte. D'accord? Parce que la raie la plus intense émise par le cuivre, c'est de couleur verte. D'accord? D'accord. Voilà, et dans le cas, tu as le strontium. Là, comme la couleur, les longueurs d'onde voilà, émises et plus intenses sont de couleur rouge, donc la flamme, en présence du strontium, elle devient rouge. D'accord? Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Non. Voilà. On peut passer à l'exercice 2. Oui. D'accord. Donc, je fais l'exercice 2. Alors, l'exercice 2. Calculer le rapport des populations du premier état excité et de l'état fondamental de l'atome de sodium à 2600 Kelvin. L'énergie de la transition correspondante est de 3,303 10 puissance moins 19 joules par atome. La dégénérescence de l'état excité est de 2, alors que celle de l'état fondamental est de 1. Donc, lorsque l'atome de sodium passe, on a de l'état fondamental, on peut calculer l'énergie émise, la valeur, parce que l'électron de la sous-couche 3s passe à l'état excité, pour l'état excité, donc la lumière émise, l'énergie émise est égale à c'est 2,11 électronvolts. Donc en énergie, en joules, c'est à peu près 3,37 fois 10 puissance moins 19 joules. D'accord? Donc, comme l'énergie émise, la quantité d'énergie émise, quand l'atome de sodium passe de l'état fondamental au premier état excité, et il vous demande de calculer le rapport des populations. Est-ce que fais-toi de la question? Calculer le rapport des populations. Maintenant, le rapport des populations. On utilise la loi de Boltzmann. La loi de Boltzmann. Voilà. On utilise la loi de Boltzmann. La loi de Boltzmann. La loi de Boltzmann. Voilà. Elle permet donc de calculer pour une transition donnée le rapport de nombre d'atomes passé le nombre d'atomes le premier état excité. Donc, à rester à l'état fondamental, en fonction, bien sûr, de la température. N, c'est le nombre d'atomes à l'état excité. N, petit n, nombre d'atomes à l'état fondamental. Avec G, c'est la dégénérescence de l'état excité. Dans le cas du sodium, la dégénérescence de l'état excité est égale à 2. D'accord? L'état excité est de 2.
alors que l'état fondamental est égal à 1. Delta E, c'est une énergie, c'est la différence d'énergie entre le niveau excité et l'état fondamental. Le K, B, c'est la constante de Boltzmann, c'est 1,38 fois 10 puissance moins 33 joules par Kelvin. Et ensuite, la température, c'est la température, bien sûr, en Kelvin. Donc, on remplace la température 2600 Kelvin, je remplace. On a G, premier G est égal à 2, et à l'état fondamental, c'est 1, et je trouve une valeur de 1,827 fois 10 puissance moins 4. D'accord? Donc, à 2600 Kelvin, le rapport est égal à 1,827 fois 10 puissance moins 4. Deuxième question, de quel pourcentage la fraction d'atomes excités a-t-elle augmenté si on augmente la température de 10 Kelvin? Pourcentage, la fraction d'atomes excités a-t-elle augmenté si on augmente la température de 10? En fait, on va comme le pourcentage de la fraction par définition. Une fraction, c'est le nombre d'atomes à température entre 2600 et 2610. Parce que le nombre d'atomes est à 2610, mais c'est entre 2600 et 2610. D'accord? Sur l'état initial, sur le nombre le nombre total initial excité, c'est-à-dire à 2600 kV. Oui, madame. Donc, on a calculé le nombre d'atomes excités entre 2600, à 2600. Donc, on va calculer le rapport des populations à 2610. Donc, là, je remplace. La même chose, on a le nombre d'atomes, J, c'est égal à 2. À l'état fondamental, c'est 1. Et ensuite, sauf la température, au lieu de 2006, c'est 2610 Kelvin. Donc, le rapport, c'est 1,894 10 puissance moins 4. Donc, déjà, même si, d'après les valeurs Naya, même si la température elle est très élevée, entre 2600 et 2610 Kelvin, les atomes préfèrent rester à l'état fondamental, parce que l'état le plus stable. D'accord? Qui le rapport, le rapport des populations, n sur n, est égal à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire que un atome, il est excité par rapport à 10 puissance 4 à l'état fondamental. C'est-à-dire qu'on a comme 10 puissance 4 à l'état fondamental atome, qu'il y a un seul atome qui passe à l'état excité. D'accord? Parce que c'est l'état le plus stable. Allô? Oui, madame. D'accord. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît. On a حسبنا les rapports entre l'état fondamental et l'état excité. Même si la température elle est très élevée, 2600 Kelvin, les atomes préfèrent rester à l'état fondamental, c'est l'état le plus stable. D'après les calculs, le rapport est égal à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire un seul atome, par rapport à 10 puissance 4 atomes, qui est à l'état fondamental. Un seul atome est à l'état excité. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Donc, là, la deuxième question, calculer le rapport. On a calculé le nombre, les rapports des populations à la température 2600 Kelvin. Les atomes, le nombre d'atomes excités, c'est 827 fois 10 puissance moins 4 N atomes. Et à 2600 Kelvin, on a 1,894 fois 10 puissance moins 4. Donc, pour calculer la fraction d'atomes excités à 10 Kelvin, on va calculer à distance bien atomes. Donc, c'est le nombre, c'est le rapport à 1,87 à 2610 moins le nombre d'atomes excités à 2600 Kelvin. Le cas où il va de 0,067 fois 10 puissance moins 4 atomes.
D'accord? Ensuite, je divise le nombre calculé par le nombre total à l'état initial, c'est-à-dire à 2600 Kelvin. Donc, le rapport est égal à 0,0667, soit divisé par 1,827, puisque c'est un pourcentage, je multiplie par 100, et à peu près, le pourcentage est égal à 4%. Donc, une variation de la température de 10 K entraîne une augmentation de 4% du nombre d'atomes de sodium excité. 4%. Donc. D'accord? D'accord, madame. Voilà. Donc, la dernière question. Quel serait son effet sur l'intensité de l'émission? Quel serait son effet sur l'intensité de l'émission? Alors, l'intensité émise. On a l'intensité émise. En spectroscopie, l'intensité émise, il s'agit de la spectroscopie d'émission atomique. Donc, en spectroscopie d'émission atomique, on mesure l'intensité du rayonnement émis. C'est-à-dire, quand l'atome fait l'état fondamental et qu'on a l'état excité, quand il revient, l'appareil, c'est-à-dire, va mesurer l'intensité émise. D'accord? Par les atomes qui reviennent à l'état fondamental. Donc, en spectroscopie d'absorption, d'émission atomique, on mesure l'intensité du rayonnement émis lorsque ces atomes repassent à l'état fondamental. D'accord? فهمتوا واش حبيت نقول هنا؟ قلنا راهو en spectroscopie d'émission atomique, on a lorsque l'atome on a l'état fondamental et passe au premier état, on va mesurer l'intensité émise, c'est-à-dire l'intensité quand l'atome revient à l'état fondamental. Il va émettre un photon. Donc, l'intensité émise, elle dépend du nombre d'atomes les rendent l'état excité. D'accord? Donc, la question, quel serait son effet sur l'intensité de l'émission? Si le nombre d'atomes nombre d'atomes اللي يروح l'état excité هو اللي عاود يولي l'état fondamental. Voilà. كي يزيد حنايا إلى زاد le nombre d'atomes, comme l'intensité émise, elle est proportionnelle à la concentration, IE, quand IE, c'est intensité émise, elle est proportionnelle à la concentration, c'est-à-dire directement proportionnelle. Et donc, la concentration, donc, elle est proportionnelle au nombre d'atomes. D'accord? Qui retourne à l'état fondamental. Si le nombre d'atomes augmente de 40%, lorsque la température augmente de 10 K, donc l'intensité émise, bien sûr, elle va augmenter de la même façon, de 4%. D'accord? D'accord, madame. Voilà. Donc, normalement, c'est bon pour le deuxième exercice. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? D'autres questions? C'est clair, madame. D'accord. Donc, est-ce que vous avez fait l'analyse quantitative, enfin, le cours de tout, les lois, l'intensité émise et en absorption et une émission? هاد la loi درتوها في الكور IE est égal à K fois C. Oui. D'accord. Donc, l'exercice 3, c'est l'analyse quantitative. L'exercice 1, c'est l'analyse, ça concerne l'analyse qualitative, c'est-à-dire l'identification d'un élément à partir de son spectre d'émission. Là, on va calculer donc, la concentration d'un métal en présence d'un échantillon inconnu. L'exercice 3 comme une masse de 2,473 grammes d'un échantillon inconnu contenant du potassium. Donc, le but, c'est déterminer la concentration du potassium dans l'échantillon inconnu.
a été dissoute, une quantité dissoute dans 10 ml d'acide sulfurique concentré, et le mélange est chauffé à ébullition. La solution a été refroidie et portée à 250 ml. C'est-à-dire que je vais compléter les 10 ml avec de l'eau distillée, à 250 ml. L'intensité d'émission de cette solution a été mesurée, bien sûr, à une longueur d'onde bien déterminée à 404. Et généralement, c'est une dose l'arrêt la plus intense. D'accord? L'élément du potassium. Là, il se l'arrêt de résonance à 404,3 nanomètres. Ensuite, on va préparer une série de solutions étalons de potassium. Et on va analyser les solutions, a été analysées dans les mêmes conditions opératoires. Les intensités des différentes solutions sont données dans le tableau 3 ci-dessous. Je vous donne le premier échantillon, intensité le blanc, 24. Intensité, première solution de concentration, 5 microgrammes par millilitre. L'intensité émise, c'est 148, etc. Et l'intensité de l'échantillon TANA, c'est 441. Quelle est la concentration de potassium dans la solution SI? Quelle est la concentration de la solution SI? On n'a pas la valeur de K, donc on va commencer par tracer une droite d'étalonnage. Voilà, on va tracer une courbe d'étalonnage. Mais on n'a pas la valeur de K, c'est ça. Donc, on déjà le tableau. La préparation, elle se fait dans un l'acide sulfurique concentré. Donc, à l'étape, la minéralisation. Le but, c'est de détruire toute la matière organique. D'accord? On va détruire la matière organique et ensuite dissoudre la totalité de l'échantillon dans la phase liquide. D'accord? Et pour accélérer le processus de l'attaque acide, le mélange est chauffé à une température élevée. D'accord? Et ensuite, on a une série de solutions de concentration connues. On a chauffé le tableau, vous avez le blanc. Je maintiens le blanc. تعرفوا je maintiens le blanc? Un blanc, c'est-à-dire il contient tous les réactifs sauf le soluté à analyser. Tous les réactifs sauf le soluté à analyser. Allô? Allô? Oui, madame. Oui, mais Je maintiens le blanc. فهمتوا je maintiens le blanc? Je vais préparer de la même façon. Par exemple, au lieu de 10 ml, 10 ml de H2SO4 et je vais compléter avec de l'eau distillée حتى 250. هذا هو le blanc. Donc, il contient tous les réactifs sauf le soluté à le soluté تاعنا. شنو هو le soluté تاعنا? C'est le potassium. On veut doser le potassium. D'accord? Donc, un blanc pour éliminer l'intensité émise par les solvants et d'autres produits, on va préparer ce qu'on appelle un blanc. Donc, par définition, un blanc contient tous les réactifs sauf le soluté analysé. D'accord? Allô? oui, madame. Je le blanc. Oui. D'accord. Donc, la première étape, on va déjà, de quelle méthode il s'agit de la méthode, la technique, c'est la méthode d'analyse et la spectroscopie d'émission atomique, puisque on a l'intensité émise. Donc, il s'agit de la spectroscopie d'émission atomique avec étalonnage externe. La méthode de dosage, c'est l'étalonnage externe. D'accord? En utilisant bien sûr une courbe d'étalonnage. L'étalonnage externe, avec un seul point, ou bien préparer plusieurs solutions, donc préparer une courbe d'étalonnage.
Donc, la méthode de dosage, c'est l'étalonnage externe. Voilà. Donc, on a l'appareil un spectroscopie d'émission atomique. On a la flamme. La flamme joue un double rôle. C'est l'atomisation de l'échantillon, c'est-à-dire transformer les éléments à l'état atomique, et ensuite, et en même temps, excitation des atomes. Et le monochromateur, le monochromateur permet de sélectionner, on a l'arrêt de résonance. L'arrêt de résonance, normalement, il s'agit de l'arrêt la plus intense. L'arrêt la plus intense. Qui est le katana, la 400, la longueur d'onde, c'est 404,3 nanomètres, puisque l'arrêt la plus intense. Et ensuite, le détecteur. Le détecteur, il va mesurer, on a l'intensité du rayonnement émis lorsque ces atomes repassent, quand ils reviennent à l'état fondamental. Donc, comme l'intensité émise, elle est proportionnelle à la concentration, nous IE, en spectroscopie d'émission atomique, IE est égal à K fois C. Avec IE, c'est l'intensité du rayonnement émis, C, c'est la concentration de l'élément, et K, c'est le coefficient propre à chaque élément pour la longueur d'onde choisie. Donc, il dépend de la longueur d'onde et l'élément chimique à analyser. Voilà. Donc, on va préparer pour tracer de la courbe d'étalonnage. On va, première étape, c'est de soustraire la valeur du blanc de tous les échantillons. Soustraire la valeur du blanc de tous les échantillons. On a l'intensité émise, le potassium. On va éliminer l'intensité produite par les autres produits. Donc, ce mot I', on va noter I' est égal à I étalon moins I blanc. Pour la première solution, à 5 microgrammes par millilitre, bien sûr, une étalon, c'est une solution de concentration connue. La première solution de concentration des microgrammes par millilitre, l'intensité émise, c'est 148. Donc, on a la quantité produite émise par le blanc. C'est 148 moins 24. D'accord? On a l'intensité de le potassium. 148 moins 24, on a une valeur de 124. Pour la concentration 10 microgrammes par millilitre, c'est qui fait un microgramme par millilitre, ou là, c'est des milligrammes par litre. Donc, 267 moins 24, on a 243, etc. D'accord? Ensuite, on va tracer la courbe d'étalonnage. La courbe, c'est-à-dire la courbe, c'est... Où est la courbe? Allô? On va tracer l'intensité I' en fonction de la concentration. Voilà, l'intensité en fonction de la concentration. D'accord? Fonction de K. Allô? Oui, madame. D'accord. Donc, Madame, fonction de K. Là, en fonction de K. C'est l'inconnu. K, c'est la pente. En fonction de en fonction de la concentration K du potassium. À ne pas confondre avec ces petits K, mais le constant K, là, c'est la concentration. D'accord? D'accord. C'est potassium. C'est concentration potassium, mais chez K. Donc, on trace, on a la courbe E', c'est l'intensité corrigée en fonction de la concentration. Donc, la pente est égale à, une pente est égale à 23,589. Pour déterminer la concentration de la solution inconnue, voilà, كيفاش نحسبوا la concentration de la solution inconnue. On a tracé la courbe, لقينا à la droite l'équation de la droite, E', c'est l'ordonnée à l'origine,
plus la pente. Donc, ordonnée à نديرو l'origine. إي بريم إيجال 417 17. ونجبدو وي Voilà. Voilà. Il suffit de ونجبدو remplacer concentration ensemble. de potassium. Potassium. Hein, comme l'équation de la droite, et prime, c'est qu'on a l'ordonnée à l'origine plus la pente. J'ai l'intensité, je détermine la concentration. Donc, hein, comme E prime, c'est 417. Donc, la concentration de l'échantillon du potassium dans l'échantillon inconnu est égale à 417 moins l'ordonnée à l'origine, moins 7,953 divisé par 23,589. La concentration trouvée, c'est 17,342 microgrammes par millilitre. Ensuite, déterminer la teneur de potassium dans l'échantillon inconnu. La teneur. La teneur, je peux la calculer soit en pourcentage ou bien en ppm. En pourcentage et en ppm. Voilà. Voilà, la concentration est égale à la masse sur le volume. On va, Voilà. donc, M est égal à C fois V. M est égal à C fois V. Je détermine la masse et ensuite la teneur, par définition, c'est la masse en pourcentage, c'est la masse du soluté sur la masse de l'échantillon. La masse de soluté, je divise par la masse de l'échantillon. Sachant que la masse de l'échantillon est de 2,473 grammes. D'accord? Donc, la teneur en pourcentage, c'est la masse du soluté, donc potassium en grammes, divisé par la masse de l'échantillon en grammes. La pourcentage, la même unité, fois 100. J'ai la concentration. La concentration du potassium dans la solution échantillon est égale à M, la masse sur le volume. Et donc, la masse est égale à K fois le volume. Avec le volume, là, c'est 250 millilitres. Donc, je remplace 17,342. Je vois que c'est des millilitres. La concentration, c'est de 17,342 microgrammes. C'est des microgrammes par millilitre. Voilà, c'est des microgrammes par millilitre. Donc, fois 250 millilitres, on a une valeur de 4335, à peu près 4 microgrammes. Donc, pour déterminer le pourcentage, il suffit de diviser sur la masse de l'échantillon. Divisé par 2,473, on a une valeur de 0,160, 1753%. D'accord? Oui, madame. Voilà. La deuxième, quelle est la teneur en ppm? La teneur, on va calculer en ppm, partie par million. Donc, la teneur en ppm, c'est la masse du potassium en microgrammes divisé par la masse de l'échantillon en grammes, ou bien la masse du potassium en milligrammes divisé par la masse de l'échantillon en kilogrammes. عندنا la teneur, حنا حسبناها la masse حسبناها déjà, donc عندنا 4335,4 microgrammes divisé par la masse de l'échantillon en grammes. Nous avons une valeur de 1753,09 ppm, partie par million. D'accord? D'accord. Donc, c'est bon pour l'exercice 3. Oui, madame. D'accord. Donc, on passe à l'exercice 3. Il faut 4. Un échantillon de fer de masse 0,941 grammes est analysé par absorption atomique dans le but de doser le cuivre présent dans le minerai à l'état de trace. À l'état de trace. Je m'attends à l'état de trace. À l'état de trace, c'est des concentrations de l'ordre
de ppm ou bien ppb. Après dissolution de l'échantillon par attaque acide, la même chose, n'a pas attaque acide, l'étape qui se minéralisation, c'est-à-dire on va détruire la matière organique. La solution est complétée par de l'eau distillée à 100 ml. Donc c'est la solution S. Deux parties de 25 ml sont prélevées. À partir de cette solution mère, en ce moment, solution mère, on va préparer deux solutions de 25 ml. La partie 1 est diluée à 50 ml. Donc, l'absorbance mesurée, on appelle le katana, puisque c'est l'absorption atomique, on va mesurer l'absorbance. L'émission atomique, c'est l'intensité émise. Et alors de 0,22. Et la partie 2 est complétée par 25 ml d'une solution étalon de cuivre à 4,5 ppm. L'absorbance de la solution résultante est égale à 0,33. Hein? Calculer la concentration de cuivre en ppm et de la solution inconnue. Donc, on a de quelle technique de dosage, méthode de dosage s'agit-il? La technique, c'est la technique, la méthode des ajouts dosés. La méthode des ajouts dosés, voilà. Donc, premièrement, la méthode d'analyse, c'est la spectroscopie d'absorption atomique. La spectroscopie d'absorption atomique repose sur l'absorption de l'élément à l'état atomique d'un environnement issu d'une source. Les éléments, on va calculer, le détecteur va déterminer, donc calculer l'absorbance émise, donc déterminer l'absorbance d'un rayonnement issu d'une source. Là, on a une source, bien sûr, pour que l'atome absorbe cette énergie et ensuite, il va passer à l'état excité. Donc, généralement, la source, on utilise la lampe à cathode creuse. La lampe à cathode creuse contient l'élément à doser. Parce que chaque élément ne peut absorber que les éléments qu'il peut émettre. Par exemple, pour doser le sodium, on va utiliser la lampe à cathode creuse contenant de sodium. Donc, la lampe va émettre le rayon qu'on a la plus intense, le sodium, et donc, quand les éléments, il va absorber la longueur d'onde, il va passer à l'état l'état excité. Donc, la source, elle va émettre un rayonnement constitué de raies caractéristiques de l'élément à doser. Ensuite, comme le monochromateur, on va sélectionner la longueur d'onde et le détecteur, de ce cas-là, il va calculer, il va mesurer l'absorbance. Donc, en absorption atomique, l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'élément à doser dans le domaine, donc bien sûr, la loi de Beer-Lambert. Comme après à l'absorbance, elle est proportionnelle à la concentration. A est égal à K fois C. Absorbance, c'est son unité. C, c'est la concentration de l'élément. Et qui fait le K, c'est le coefficient propre à chaque élément pour la longueur d'onde choisie. D'accord? Donc, l'absorbance, elle est proportionnelle à la concentration. La méthode de dosage utilisée, c'est la méthode des ajouts dosés. La méthode des ajouts dosés, elle consiste à ajouter des quantités connues d'une solution étalon à des prélèvements identiques d'échantillons. On a préparé la solution étalon, zidna la solution étalon une solution inconnue. D'accord? Le principe de la méthode consiste à ajouter des quantités connues d'une solution étalon. Le katana, solution étalon, on a préparé une solution mère à 100 de volume de 100 millilitres. Donc, on va prélever 25 millilitres. Les solutions inconnues. D'accord? Allô? Oui, madame. J'aime tout le principe. La méthode consiste à ajouter des quantités connues, c'est-à-dire de concentrations connues, dans solution étalon, à des prélèvements identiques d'échantillons. Quand est-ce qu'on utilise cette méthode? Lorsque la matrice, c'est-à-dire la matrice, l'échantillon, la matrice,
كما في الكا تاعنا درنا لي مينوري لا ماتريس تقدر تكون لو سيروم يقدر لي زورين اكسيتيرا l'eau polluée هذه هي la matrice d'accord elle est utilisée lorsque la matrice est complexe ou inconnue la matrice c'est-à-dire ما نعرفوش واش كاين فيها donc calculer la concentration de cuivre en ppm de la solution inconnue. La masse de l'échantillon, elle est donc une masse de 0,481 grammes. La matière double un volume de 100 ml. Ensuite, on a pris 25 ml de la solution SE, plus on a complété avec de l'eau distillée. Donc, le volume final, c'est 50 ml. L'absorbance de la solution 1 est égale à 0,22. La deuxième partie, comme 27 ml de SI plus 20 ml d'une solution étalon de concentration de 4,5 ppm. L'absorbance de cette solution 2 est égale à 0,33. Alors, l'absorbance de la solution 1 est égale à, d'après la loi de Beer-Lambert, A est égal à K fois C. L'absorbance 1, la partie 1, comme l'absorbance de la solution 1 est égale à K fois la concentration 1. Fois C. Fois C. Entre parenthèses 1. La partie 2, l'absorbance 2, comme la loi de Beer-Lambert est additif, l'absorbance est additive, comme K fois la concentration G, la concentration de la solution 2 inconnue plus la concentration de la solution connue. D'accord? Donc, نكتب A, l'absorbance de la solution 2, c'est K fois la concentration de la solution 2. La solution 2, je fais la K de S solution 1, puisque j'ai mis la même quantité. Elle fait la même quantité. Est-ce que c'est la même concentration dans les talents de la solution 1? On a 25 ml de la solution S1, on a complété à 5. La même chose. Elle fait 25 ml, on a complété à 25. Donc, c'est la même concentration. Plus K de la concentration étalon 2. La côté bas? Oui, madame. D'accord. Donc, la concentration inconnue, c'est C1. C1. Je fais le rapport, parce que maintenant, la concentration de K, pardon, la valeur de K, déroule le rapport 2 sur 1, donc absorbance de la solution 2 divisé par l'absorbance de la solution 1, je remplace, c'est égal à K par la concentration 1 plus K par la concentration de l'étalon 2 divisé par K par la concentration de la solution 1. Donc, j'aurai 1 est égal à 1, concentration à concentration à 1, plus la concentration de la solution 2 étalon divisé par la concentration de la solution 1. D'accord? On a éliminé le K. Quelle est la concentration de le cuivre dans la solution 2? La concentration C'est la concentration du cuivre à 25 sur le volume total. Voilà, c'est la concentration, parce qu'on a fait une dilution. Donc, la concentration, la loi de dilution, C1, V1 est égal à C2, V2. La concentration 1, qui est à 4,5 ppm. Le volume mère, c'est le volume à prélever de 25 ml. Et donc, la concentration, le volume final, c'est 50 ml. Et donc, je calcule la concentration de la solution de cuivre. La solution 2, c'est 50. Le cuivre, c'est 4,5 fois 25 divisé par 50, donc 2,25 ppm. Ensuite, je remplace la concentration de la solution étalon et je remplace de l'absorbance A2, puisque c'est le même cas. Le coefficient est propre à chaque élément, puisque c'est le même élément, c'est l'élément c'est le cuivre, donc K est le même. On a pu éliminer, en faisant le rapport, on a éliminé le coefficient K. Donc, la concentration de le cuivre, la solution étalon, on a 2,25.
maintenant, il suffit de remplacer. La concentration de la solution inconnue, solution 1, c'est 0,25 divisé par 0,33 divisé par 0,22 moins 1. On trouve une solution de concentration de 4,5 ppm. D'accord? D'accord. Alors, la suite, c'est, la suite, calculer, déterminer la quantité de cuivre dans l'échantillon de fer, la teneur. Ensuite, voilà. Quelle est la concentration? Naya, on a calculé la concentration de la solution SI, pardon, la solution A des dilués. Quelle est la concentration de le cuivre dans la solution mère, la solution SI? On a la concentration de la solution flair fiol à 50 ml. On a une concentration de 4,5 ppm. Quelle est la concentration de la solution SI? Alors? Allô? مدام الفيت اللي ديناها الأولى هذيك 25 مليلتر كي يزيدوا لها لو ديستيلي تولي 50 تسمى هذاك تاع اف هذاك معامل تمديد نورمالمون دو تسمى concentration sur 2 fois 2. Fois. Parce que fois 2 oui. la solution. Voilà. La concentration qui est la loi de dilution, C fois V. La concentration à déterminer. V, c'est 100 millilitres, pardon, c'est 25 millilitres. Ensuite, 4,5 fois 50. D'accord? Donc, la loi de dilution, c'est 25 fois SI divisé par 50. C'est la concentration اللي درناها. On a 25, la loi de dilution SX, c'est dilution de 50 divisé par 25, 2 fois 4,5, c'est 9 ppm. Elle est diluée 2 fois, pardon. D'accord? Donc, la concentration à SI, la fiole à 100, c'est 9 ppm. Et la concentration de la solution dans le cuivre, la fiole de 50, c'est logique, c'est 4,5, c'est la moitié. La deuxième question, calculer la teneur. Déterminer la quantité de cuivre en ppm dans l'échantillon. Je fais déjà l'expression de la teneur en ppm, c'est la masse de cuivre en microgrammes divisée par la masse de l'échantillon en grammes. J'ai la masse, la concentration, on détermine la masse. La masse du cuivre, c'est 9 ppm partie par million. Donc, il faut pas que je fasse ça, Naya. ppm, puisqu'en solution, le ppm, c'est mg par litre. 1 ppm, c'est 1 mg par litre. D'accord? 1 mg est égal, 1 ppm est égal à 1 mg par litre. Donc, je remplace 9 ppm est égal à 9 mg par litre fois le volume, c'est 100 millilitres. 100 millilitres. Donc, fois 10 puissance moins 3. Nous avons une valeur de 0,9 mg fois 1000 est égal à 900 microgrammes. D'accord? Ensuite, la teneur, c'est la masse qu'on a du cuivre en microgrammes divisé par la masse de l'échantillon en grammes. Donc, il suffit de diviser. Dans la masse de l'échantillon, c'est 0,921 grammes. Donc, 900 divisé par 0,921, on a une valeur de 955,313 ppm. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce que vous avez commencé le cours par l'UV visible? بديتوا le cours لا مازال؟
Allô. Voilà, donc là, on a terminé. La prochaine fois, Inch'Allah, c'est ce prochain lettre. Dites-vous le cours. Vous avez commencé le cours de l'UV visible. Allô. Non, madame, le dernier cours, c'est l'analyse quantitative. D'accord, donc peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, madame. Bon Merci, courage. madame. Merci. Merci également.